Bonsoir, chers tous. Code 243, sans polémique, quatrième émission avec Freddy Molinga. Bonsoir, Freddy. Bonsoir. Notre modérateur du jour, Michael, à partir de Londres. Hello, Michael. Oui, bonsoir, bonjour. Vous êtes celui qui avait choisi les sujets pour notre discussion de ce soir. À vous la parole, mon cher collègue. Oui, notre premier sujet du jour, c'est les consultations qu'a initié le président de la République, Joseph Kabila. Nous allons un peu parler de ça. Il a reçu au courant de cette semaine personnalités comme King Wandondo et les représentants de la communauté internationale, notamment M. Kobler et des autres ambassadeurs de l'Union européenne et de certains pays. Et il a aussi reçu les médias, les patrons de médias, il a reçu toutes ces personnalités. Abraham, qu'est-ce que vous pensez? Et King Wandondo, au sortir de ces consultations, a dit quelque chose. Je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus. Je vais paraphraser un commentaire, merci Michael. Un commentaire d'une analyse faite par l'honorable Jean-Claude Wemba, que j'ai trouvé pertinente, qui a dit ceci. King Wandondo est d'ailleurs le président du Sénat. En tant que président du Sénat, chaque année que le gouvernement fait sa proposition de budget, lorsque le budget est voté au niveau du Congrès ou du Parlement, on l'envoie au Sénat pour approbation. Donc, Monsieur Léon King Wandondo, depuis que l'administration nouvelle de Joseph Kabila est en place, est au parfum de ce qui se fait du point de vue budgétaire. Donc, c'est quand même irresponsable à son niveau qu'il vienne à 15-16 mois de la fin de ce mandat déclarer tout haut qu'il n'y a pas d'argent. Et plus loin, je crois dans la rubrique du budget national, 200 millions de dollars devaient être mis de côté chaque année pour constituer cet argent qui aiderait à la réalisation de ce projet, de ce programme qui sont en fait des élections. Donc, je crois que Léon Kengo, politiquement aussi, je voudrais dire, il a voulu damer le pion, pour nous conduire dans une voie. Il a dit une chose, qui est qu'il n'y a pas d'argent. L'autre chose, c'est qu'il a fait passer son calendrier, de dire que ça sert à rien d'aller aux élections urbaines, locales et municipales, qu'on renvoie toutes ces élections en 2017. Ça, j'ai Ben Kalala, qui est le porte-parole de sa plateforme, l'a dit. Donc, je crois qu'il a voulu nous faire passer un message subliminal, qui est lequel: allons aux seules élections qui sont capables. Et là, rejoignant aussi, je vous dis, et Michael, tu le dis si bien, il est tellement technicien politiquement, Kengo a rejoint l'autre opposition avec le même calendrier, mais avec d'autres termes. Voilà ce que je peux dire. Oui, Freddy, King Wandondo, un vrai stratège. On a entendu Kengo. Au début, c'était oui, à un temps, non, et maintenant c'est Kengo qui dit oui au dialogue, et il ajoute qu'il n'y a pas d'argent pour ces élections prévues pour cette année, donc les élections locales, municipales, donc il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos de King Wandondo? Freddy. Écoutez, comme tout Congolais qui suit l'actualité de son pays le sait, King Wandondo, c'est vraiment un grand stratège, politicien, qui calcule pour ses propres intérêts et les intérêts de son groupe. Donc, il sait en quoi il veut en venir. Mais moi, sincèrement, les amis, je tombe des nues. Je suis éberlué, je ne comprends pas. Comment est-ce que les Congolais sont tous focalisés sur cette concertation. Kabila est président de la République depuis 2006, qu'il gère ce pays-là. Il ne va pas nous faire croire que c'est aujourd'hui qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire pour que ce pays avance. Aux dernières nouvelles, nous ne sommes pas au courant d'un problème extrêmement grave qui nécessiterait qu'il y ait ces consultations de toute la classe politique, des religieux, des journalistes, des chefs d'entreprise, des diplomates. Ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas, moi je ne comprends pas. La presse congolaise fait le relais et insiste sur le fait qu'il faut absolument que Kabila consulte les personnes. Il a fait ses concertations, il y a eu des recommandations, on insiste encore dessus, plus de 600 recommandations qu'il n'applique pas. Et il veut encore consulter les gens. Mais il aurait d'abord dû appliquer comment on appelle ça? Les résolutions de concertation.
les résolutions des concertations et après, maintenant, consulter pour évaluer. Mais là, moi, je crois que c'est, comme on l'a dit la dernière fois, c'est un dialogue de plus, un dialogue de trop. Non, c'est de la distraction. Ils savent une pure distraction. C'est une distraction. Et ils sont tous tombés dedans. Soit consciemment, soit inconsciemment. Une pure distraction. Oui, on peut voir que on a bien se demander pourquoi on doit encore faire un autre dialogue national, surtout comme vous avez même entendu les propos de Kobler et des opposants, et tout le monde se dit, mais ça doit être un dialogue, s'il y a des dialogues il doit y avoir, ça doit être sur les questions liées aux élections, c'est-à-dire le budget, l'enrôlement de jeunes, et le respect du calendrier électoral, tel que le respect de la Constitution. Mais quand on commence à consulter les églises, on demande au gouverneur d'aller aussi à leur tour consulter. Est-ce que ça nous renvoie un peu à l'époque de Mobutu? Mobutu avait cette habitude de faire ces consultations, ces genres de consultations nationales où il consultait et consultait. Abraham, qu'est-ce que vous en disiez? Moi, je crois que les stratèges de la Deuxième République, on en retrouve chez certains... toujours aux côtés de Joseph Kabila. Nous sommes dans une situation de pourrissement qui, à mon humble avis, a plusieurs... c'est une stratégie qui a essayé de résoudre plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est essayer de garder Kabila au pouvoir. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Le deuxième problème, c'était de mettre de l'ombre sur ce fameux dossier de Maluku, je crois, j'espère que nous allons en parler ce soir. Le troisième problème, c'est de créer une division au sein de l'opposition, même au sein de la société civile, parce que, il faut le dire, Freddy, Michael, moi j'ai vu cette semaine Thomas Louaka, président du MLC, d'un autre MLC, alors qu'existe un MLC de Jean-Pierre Bemba. Comment un président de la République peut-il cautionner d'aller écouter des dissidents qui utilisent sans l'autorisation morale de la personne qui a créé un parti, les mêmes effigies, le même logo et tout ça. Donc quelque part, le message qui est envoyé n'est pas correct. Deuxième chose, il a reçu une société civile divisée parce que cette semaine, une autre partie de la société civile a réagi pour dire que les personnes qui avaient été reçues n'étaient pas mandatées et tout ça. Donc on a l'impression qu'au lieu de chercher de la concorde, ceci amène beaucoup plus de problèmes. Que dire de Bitakwire? Que dire de Steve Mbikai, qui tous les deux faisaient partie d'une plateforme au niveau en fait de l'UNC allié au niveau du Parlement, qui ont été saqués. Donc j'ai l'impression que au lieu d'amener des solutions, ce fameux dialogue à la Kabila risque d'être, s'il continue, il va vraiment aller dans un mur et je ne crois pas que les résultats seront probants. Il Freddy, une stratégie pour diviser l'opposition. Et on a comme l'impression que ce sont les mêmes personnes qui ont pris part à la concertation nationale qui reviennent. Est-ce que, même cause, même effet, peut-on, ce dialogue, quelle chance et réussite vous donnez à ces dialogues? Parce que c'est presque les mêmes personnes et s'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait avec les concertations, l'aura-t-il avec ces dialogues, vu que ce sont les mêmes personnes qui nous voyons défiler au Palais de la Nation? Qu'est-ce que vous en dites, Freddy? Écoutez, Michael, ce dialogue, ça va accoucher d'une souris, ça va accoucher même d'une fourmi. Il n'y aura rien de bon. Nous connaissons, et puis tous ces acteurs qui participent dans ce dialogue, on a bien, comme a bien dit Abraham, il y en a qui ont été dévergondés, il y en a qui ont été achetés et tout ça. Donc, il n'y aura rien de bon dans tout cela. C'est de la distraction. C'est de la distraction. Kabila et ses stratèges veulent rester au pouvoir après 2016 le plus longtemps possible et ça fait partie de cette stratégie-là. Et moi, je me demandé, Abraham, je ne sais pas si vous vous rappelez, Étienne Tshisekedi... oui, disons vous, c'est-à-dire Michael et toi. Okay. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Étienne Tshisekedi, quand il était encore à Kinshasa et qu'il faisait souvent ses apparitions en public comme d'habitude, il avait été très clair. Le patron de l'ANER était venu le voir aussi. Il a dit, je ne dialogue, moi, avec ton patron, je ne peux pas négocier avec lui. S'il veut négocier avec moi, il y a deux conditions. On se voit, il me rend le pouvoir qu'il a usurpé,
et on s'arrange pour qu'il n'ait pas de problème sur le terrain. Mais je n'ai pas à dialoguer, à négocier avec. Et il a même été plus loin. Après, il a dit non, tu l'arrêtes, tu me l'amènes ici me noter. Donc, aujourd'hui, son parti... Le mandat d'arrêt a déjà été suspendu. Ce mandat d'arrêt, ce mandat auquel on demandait de l'ICOT Tshisekedi Joseph Kabila de l'amener à l'imiter, a été annulé. Et maintenant, c'est le tour du dialogue. Il faut s'asseoir avec Joseph Kabila pour dialoguer, parce que le dialogue, c'est la seule solution. Michael, qui a annulé ce mandat? Parce que Etienne Tshisekedi, jusqu'à présent, on n'a pas entendu parler publiquement. Non, mais je crois que... Au sein de l'UDPS, qu'est-ce qui se passe? C'est une occasion pour lui d'arrêter Joseph Kabila lui-même, parce que, vous savez, peut-être, si les dialogues étaient, ces mandats étaient toujours en cours, vous avez dit, il a dit, amenez-moi Joseph Kabila ligoté, et que maintenant on dit, nous devons dialoguer avec Joseph Kabila. Cela suppose qu'il n'a plus envie que Joseph Kabila soit arrêté, maintenant il veut parler avec lui. Non, on n'a pas entendu le grand sphinx de l'unité dire qu'il veut dialoguer avec Kabila. Mais moi je ne l'ai pas entendu. Moi, j'ai suivi le secrétaire national chargé des relations extérieures, Etienne Tshisekedi, le fils, qui, dans ses fonctions et à Paris, au cours d'une émission, a eu à faire certaines déclarations que j'ai quand même trouvées fortes. J'invite les téléspectateurs de Code 243 d'aller de visionner cette interview dans laquelle Félix a osé dire que aller à ce dialogue, il pourrait même mettre de côté la problématique de l'impérium, étant donné que nous arrivons vers la fin d'un processus. Ça a été clairement dit. Bon, ce mix message peut déranger, mais est-ce du réalisme politique? Je n'en sais rien. Mais il a insisté sur le fait que aller vers ce dialogue selon leur feuille de route, c'était beaucoup plus pour baliser des élections, et également pour accorder à Joseph Kabila des garanties pour que celui-ci puisse quitter sa fonction de président au mois de décembre 2016 selon la Constitution. Alors, ceci nous ramène peut-être, mes chers amis, en arrière, à des propositions de loi que certains de l'opposition, je me souviens, c'est Clément Kankou qui l'avait proposé au Parlement l'année dernière, qui est en fait la possibilité d'accorder au président sortant des garanties, faire de lui sénateur à vie et disposer, d'une petite armada de militaires, de la sécurité, tout ça, un peu comme on voit aux États-Unis. Je crois que si vous rencontrez le cortège de Bill Clinton ou d'un autre président ici à Washington DC, ils ont toujours droit au bodyguard, ils ont toujours droit... Ils ont certains privilèges qui sont... Voilà, ils ont certains privilèges, ils reçoivent toujours de l'argent et tout ça, voyager first class et tout ça, donc... Voilà. Donc, mais j'étais un peu surpris, mais je crois que du point de vue peut-on dire qu'à ces jours, le fait que l'objet de ce dialogue, la finalité, le terme de référence ne sont pas connus, cela donne lieu à ce genre de rumeurs et spéculations que nous entendons. Que Joseph Kabila aurait intérêt de clarifier le plus tôt possible l'objet de ce dialogue, sa finalité, et peut-être cela va taire les rumeurs, les gens sauront à quoi s'engager, parce qu'on a comme l'impression que même Mosengo, lorsqu'il était sorti, il avait dit, donc lui-même il n'était pas sûr, il dit le président Joseph Kabila semble connaître ce qu'il veut, mais nous disons oui au dialogue, mais il faut que ce dialogue se tienne dans le respect des institutions, dans le respect de la Constitution, et il faut aussi qu'on sache pourquoi on va dialoguer. Donc c'est comme si, à ces jours, l'objet du dialogue n'est pas connu, et c'est pourquoi il y a beaucoup de spéculations de la sorte. Mais je crois que Joseph Kabila aiderait les Congolais et aiderait même l'Afrique si, à ce stade-ci, il décrispait la situation. Qu'est-ce que les Congolais veulent savoir? Première question, qui parle pour dire « Moi, Joseph Kabila, je ne serai pas candidat en 2016 ». Boni Yayi l'a dit. Il y a un président qui le dit en Afrique. Oui, je dis il y a un président qui le dit en Afrique. Boni Yayi l'a dit. Évidemment, Kabila n'est pas Boni Yayi. Il est peut-être beaucoup plus renfermé. Deuxième chose, c'est de donner des garanties. Je crois que ceux qui nous suivent particulièrement savent que, on l'a dit dans cette émission, dans les émissions précédentes, les garanties, c'est à lui de les donner.
Pourquoi voulez-vous aller dans un dialogue alors que la cellule qui gère les élections s'appelle la CENI? Est-elle en mesure aujourd'hui de pouvoir organiser ces élections? Est-elle libre? Peut-elle sécuriser? Donc toutes ces choses-là dépendent quelque part de la bonne volonté de Joseph Kabila. Et entendre, mon cher Michael, je vais te rendre la parole, entendre Kobler faire sa déclaration qu'il a faite hier, rappelant, et ça fait mal de voir que ce sont les autres qui nous rappellent des choses que nous devrions faire d'une manière patriotique. Est-ce que c'est aux autres de nous dire vous devez respecter la Constitution? Est-ce que c'est aux autres de nous dire vous devez recenser la jeunesse? Est-ce que c'est aux autres à chaque fois de nous dire ce sont vos élections, mais on est prêt à vous accorder la logistique, on est prêt à vous aider politiquement? J'ai suivi ce que Martin Kobler a dit, j'ai eu honte et ça m'a rappelé ce que j'ai vu à Washington l'année dernière. En août 2014, Lambert Mende en face de Vital Kamerhe avec tous les autres politiciens qui étaient là, entendre Mende dire est-ce que nous devrions venir à Washington pour parler des problèmes qui nous concernent? Ou même Lambert Mende, je regarde ma caméra en disant Monsieur Lambert Mende, souvenez-vous, sommes-nous aujourd'hui incapables de gérer ce beau et grand pays? Que Kabila fasse le geste, qui décrispe la situation, il y aura moins de crises cardiaques, il y aura moins de malades, qui libère ceux qu'il doit libérer. Voilà ce que je peux dire. Abraham, que dites-vous? Il y a certains qui disent que si Kabila aujourd'hui se disait qu'il n'est pas candidat, s'il est confirmé, cela peut déclencher peut-être un coup d'État, ou bien certaines personnes qui n'ont pas envie de perdre leurs privilèges peuvent, n'est-ce pas, décider de faire autrement qu'en restant calme, ces silences-là, quelque part aussi, a peut-être des effets positifs. Je dis un mot dessus. Écoute, moi Michael. Oui, vas-y, Freddy, vas-y. Distraction, tactique de distraction. Le monsieur veut rester au pouvoir, lui et sa bande, et tout ce qu'ils font là, c'est de la distraction. Et il y en a qui sont tombés dedans consciemment, pour des raisons de billets verts. D'autres sont tombés dedans inconsciemment, et quand ils vont se réveiller, il sera trop tard. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Distraction tactique pour Freddy. Abraham, pour vous? J'abonde dans le même sens, en rajoutant simplement une chose, c'est que ici, distraction certes, mais également manque de stratégie. Parce que là, on peut lire. Le problème, c'est que tout ce qu'il va faire, là, on va le lire. Hein, on est tellement échaudé en tant que peuple congolais pour dire mais oui, mais allons à l'objectif, allons à l'essentiel. L'essentiel, vous n'y allez pas, vous essayez de nous amener dans autre chose. Il y a une enquête en cours sur les charniers, qu'on nous dise ce qu'il y a dedans, qu'on nous dise ce qui a été enterré. Donc on avance de cette manière-là. Un jour on dit une chose, le lendemain revient. Je vous donne un cas précis. Cette semaine, la MONUSCO fièrement vient de dire qu'elle va mettre à disposition des FARDC ses hélicoptères, ses militaires, tout ça pour attaquer les rebelles. Messieurs, souvenez-vous, il y a 2-3 mois, le même Joseph Kabila a tapé sur la table pour dire niet. Il a convoqué ses ambassadeurs pour leur dire tout ce qu'il pensait. Hier, la queue entre les pattes, excusez-moi du terme, monsieur a repris les mêmes personnes, Kobler y compris, pour est-ce que le pays est-il géré? Moi, je me pose des grandes questions. Le pays est-il géré? Ok. Pour entrer dans notre deuxième sujet, le calendrier électoral. Peut-il être respecté au regard de l'évolution sur le terrain? Ces multiples reports de la CENI, reports de candidatures pour les candidatures, reports à maintes reprises, on a les reports de la réception de candidatures pour les élections locales, qui du reste, la loi n'a même pas encore été votée au Parlement. Est-ce que ces calendriers électoraux actuels est-il réaliste? Peut-il être réalisé, ces calendriers? J'émets des doutes. J'émets des sérieux doutes. D'abord, vous savez, quelle a été la raison fondamentale qu'on ait accordé une extension pour le dépôt des candidatures? Simplement parce qu'il y avait très peu de candidats. Première chose. Très peu de candidats. Deuxième chose, la réduction de ces candidats est-elle due à un problème politique, un problème financier, un problème à quel niveau? C'est que les gens ont des doutes. Faudrait-il y aller? Je ne sais pas combien y ont été. Mais ce que je sais, c'est que si ces élections se font, ça va être des élections où les gens, je risque de voir dans certains coins, on a même dit, c'est les rapports, dans certains coins, il n'y a pas de dossiers qui ont été déposés. Et par rapport à un manque de... aujourd'hui, on parle
du découpage. Tu l'as si bien dit. Le découpage n'a pas encore été fait. Combien de candidats y aura-t-il? Y a-t-il une loi qui accompagne tout ça? Je crois que ces élections sont mal barrées. Le pouvoir de Kabila devrait prendre le taureau par ses cornes, nous regarder en face pour dire, écoutez, nous allons les annuler purement et simplement pour que ce ne soit pas encore une catastrophe. À ce stade-ci, c'est bien parce que très peu de candidats ont dépensé leur argent, si ce n'est l'argent de dépôt des candidatures, qui n'a pas encore été affecté à quoi que ce soit, à ma connaissance, qu'on arrête cette gabégie financière et qu'on aille à l'essentiel. Ça, c'est mon humble avis. Freddy, élection locale, la loi n'a pas encore été votée. De retard au niveau des calendriers publiés par la CNI. Qu'est-ce que vous pensez? Devons-nous vraiment, ces calendriers méritent d'être réaménagés, aller à l'essentiel, comme demandent certains? Écoutez, Abraham et Michael, voilà encore là quelque chose qui fait honte à la RDC, un grand pays comme le nôtre. Nous avons là une structure qui s'appelle, ce qui est soi-disant indépendante, la CENI. La CENI, oui, qui doit se charger d'organiser les élections. Et ça fait des années que nous savons qu'en 2016, il doit y avoir des élections. Et normalement, cette CENI devait commencer à travailler au lendemain des élections de 2011. Commencer à travailler au lendemain, déjà proposer un calendrier peut-être une année après les élections de 2011 et travailler sur le terrain. Et tous ces problèmes qu'on a maintenant, là, même avec la loi, le Parlement, je ne comprends pas comment est-ce que le Parlement a traîné avec la loi, mais tous les problèmes qu'on a maintenant avec la CENI et les élections, ce sont des problèmes qu'on aurait su en 2012 ou en 2013 si la CENI avait fonctionné correctement. Et donc là, c'est encore là, ça fait partie de la mauvaise gestion du pays, mauvaise gouvernance, peut-être même volontaire, dans le but de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et donc là, sincèrement... Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, qu'on venait de le souligner. Et qu'aujourd'hui, est-ce que c'est ce genre de choses, vous pensez que le gouvernement le fait délibérément, expressement, c'est le découpage, ces calendriers surchargés et trop serrés, c'est réutilisé par les pouvoirs pour forcer, pour obtenir un glissement? Mais oui, parce que imaginez, le découpage. Le découpage est prévu depuis 2006. Quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire depuis 2006 à maintenant, là, ils veulent le faire en 120 jours. Non, il faut réfléchir quand même. Il ne faut pas avoir la sagesse de Moïse pour comprendre ça. Comme ils n'ont pas pu le faire, donc c'est impossible de faire un découpage en 120 jours de quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire en plusieurs années. Donc là, c'est vraiment... On peut dire que le gouvernement congolais espère à un miracle là où il ne faut pas un miracle, là où il faut la préparation. Non, ils savent ce qu'ils font. La foi, on dit au grand miracle. Non, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas les prendre pour des personnes qui tâtonnent. Ils ne tâtonnent pas. Ils sont dans une stratégie pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Maintenant, est-ce qu'elle est bonne, leur stratégie? Est-ce qu'elle est mauvaise? Et moi, je crois qu'à terme, elle est mauvaise parce que le peuple congolais, ce ne sont pas des poules et des dindons qui sont en train d'être gouvernés. Ce sont des êtres humains intelligents, sages. Donc cette stratégie de pourrissement, comme a dit d'ailleurs Abraham, eh ben, ça va se retourner contre le gouvernement. Abraham, stratégie de pourrissement. Ça a commencé par, on dit, ce débat sur la révision constitutionnelle, un débat qui a pris fin après les événements de Burkina Faso. On n'entend plus les gens parler de ce débat. Après, nous avons vu ces lois électorales avec qui conditionnaient la tenue des élections présidentielles au recensement. Après cela est venu ces calendriers global qui est global, certes, mais qui n'est pas consensuel, encore moins réaliste. Vous pensez que c'est une stratégie du pouvoir donc ne fatigue pas dans cette stratégie, dans ce désir de vouloir demeurer au pouvoir malgré que la loi l'interdit? Est-ce que vous pensez comme ça, Abraham?
Oui, non, je le pense, mon cher Michael. Et j'ai aimé, j'aurais voulu rappeler Kabila Désir, qui a également été mis sur pied. Il y a eu le fameux livre de professeur Bochab qui voulait Mhm. justifier le changement de cette constitution. Donc, nous sommes dans une dans un pattern, si je peux dire. Ici, il y a plusieurs plans qui avaient été échafaudés, qui, de manière à ce que on justifie le glissement. Et tous les coups sont permis. À chaque fois que l'on rate une stratégie, on se tourne vers une Mhm. autre. La dernière que j'ai lue, c'est ce Mhm. matin, d'entendre que le nouveau secrétaire général du PPRD, l'ancien ambassadeur Henri Mova, déclarait qu'il y aurait une réunion avec les candidats du PPRD pour leur dire il n'y a pas de moyens financiers pour aller aux élections. Qu'est-ce que cela veut dire en définitive, in fine? Il faut qu'on puisse comprendre ici qu'il y a une volonté majeure. Et peut-on lier les attaques qu'il y a eu à Goma, cette fois-ci par des Congolais, qui auraient été aidés par les services de sécurité rwandais pour qu'on puisse mettre le grappin dessus? Ces tentatives-là que l'on voit de déstabiliser le pays d'une certaine manière, et je crois que nous sommes ici face à une tentacule qui a plusieurs tours dans chacune de ces extrêmes, de façon à nous amener vers un pourrissement qui est ce glissement. Mais je crois que ce soit l'opposition, que ce soit la diaspora, que ce soit la presse engagée, le peuple congolais est prêt et les choses, qu'on le veuille ou non, vont résolument aller vers cette alternance. Pourquoi je le dis? Je me lie sur ce qui se passe au Burundi. Tu l'as si bien dit, il y a eu le Burkina Faso. Mais il y a également le Burundi. Pourquoi il y a eu un coup d'État qui, organisé de l'intérieur, de l'extérieur, on ne sait pas, mais qui, aujourd'hui, a toujours gardé Kourouzizé là où il est. Le même Kourouzizé, j'ai entendu de la bouche de l'ancien secrétaire général Kofi Annan dire clairement, le 4 de ce mois, demander à Kourouzizé de démissionner. Donc il y a une attention sur tout ce qui est en train de se passer, et je sais que les stratèges de la Kabylie observent également ce qui se passe chez le voisin, en se disant si Kourouzizé parvient à avoir ces élections, qu'il a déjà d'ailleurs reculées, donc il y a déjà un glissement chez notre voisin au Burundi. Le même voisin a demandé à son peuple ou à son opposition de se retrouver dans un dialogue. L'opposition a dit oui au dialogue, mais sans vous. Donc, il est ici une dynamique dans la sous-région qui va aussi influencer, qu'on le veuille ou non, la situation en RDC. Je crois que malgré ces stratégies qui, qui sont aujourd'hui faciles à découvrir, hein, on peut les sentir, on peut les découvrir, ce plan ne passera pas. Je ne crois pas que cette fois-ci ce plan passera, à moins que les Congolais soient fourbes, je ne crois pas. Et lui-même, Kabila l'a dit d'ailleurs, au 1er janvier 2015, ce peuple congolais est un peuple spécial. Nous sommes descendants de Kimpavita, Mhm. ce sont ces mots. Et nous allons, cette prophétie que lui-même a sortie, nous allons lui dire, pour une fois, monsieur Kabila, vous avez eu raison. Mhm. Une fois, M. Ouais, Kabila, vous avez raison. Freddy, joue-t-il avec le feu cette stratégie de pourrissement, cette stratégie qui vise à retarder les élections coûte que coûte, découpage, élections locales, et j'en sais, insécurité, manque de moyens, parce qu'on a un calendrier. Vous savez, la RDC n'est pas à sa première élection. Il y a eu élection en 2006. Il y a eu élection en 2011, ce qui veut dire que logiquement parlant, la RDC devrait avoir ces matériaux qu'il avait achetés, les matériels électoraux qu'il avait achetés en 2006, en 2011, et les coûts devaient diminuer. Comment fait-il qu'on parle maintenant de plus de 1 milliard de dollars? Freddy, notre stratégie, ce prix est un prix gonflé, exagéré pour des et raisons bien sûr, politiques. Michael. Michael, tu l'as si bien dit. On a organisé les élections en 2006, on a organisé les élections en 2011, même si le nom de la structure a changé, même si les présidents ont changé, mais ceux qui sont sur le terrain, ce sont les mêmes. Et normalement, la machine devait déjà être bien huilée. Et là, on nous dit que c'est une nouvelle machine qu'il faut rassembler et rehuiler. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Et le budget encore plus. Non, là, je crois que nous sommes dans toute cette stratégie
de pourrissement, de vouloir rester le plus longtemps au pouvoir. Mais malheureusement, comme l'a si bien dit Abraham, tous les coups sont permis, mais à chaque fois qu'ils sortent parce qu'ils ont plusieurs jokers dans leur jeu, ce sont des tricheurs. Dans un jeu de cartes, il y a 2 jokers. Eux, ils en ont une vingtaine. Et à chaque fois qu'ils sortent leur joker, ça rate. Et finalement, je crois que le président Kabila, s'il faut l'appeler ainsi, lui-même, lors de son discours, il a craqué. Je crois qu'il a craqué quand il a dit que ce peuple est un peuple spécial. On n'a peut-être pas fait attention, même maintenant, moi, je n'ai pas fait attention aussi. Et maintenant que tu nous rappelles, Abraham, le monsieur a craqué. Il a tout essayé, il se dit, mais ces gens sont quand même spéciaux, ces gens. C'est pas normal. Donc, c'est un peuple spécial. La balkanisation, depuis 1996, elle ne réussit pas. Le mec, il sait qu'en 2016, il est parti, il essaie de tout faire, mais ses stratégies ne vont pas dans le sens prévu. Donc je crois que, voilà quoi, donc tout ça, ça fait partie du pourrissement. Mais le peuple congolais va finir vainqueur de cette histoire. Les Fausse commune, Abraham, on n'en parle plus. Quand dites-vous fausse commune, ces dossiers, il y a eu un temps où tout le monde en parlait, il y a eu un temps où l'opposition exigeait l'exhumation de corps retrouvés, leur identification. Du coup, ces dossiers, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais accuser sans preuve. Je vais essayer de. Pourtant, je sais que ce n'est pas notre ligne conductrice, mais connaissant les pratiques dans ce pays, la RDC, dans notre cher et beau pays, vous avez vu que certains virulents opposants nous sont rentrés dans une sorte de silence. Et je vais ici citer le nom de M. Steve Mbikaï, qui lui avait même demandé qu'il y ait une enquête internationale. C'est le même Steve Mbikaï qui aujourd'hui a été rencontré Joseph Kabila et se propose qu'on libère les prisonniers politiques. Je le cite lui parce que je le prends en mot et il a réagi à ce que Code 243 lui a dit. Je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé et les stratèges de la Kabylie ont essayé de contourner ce fameux dossier par le dialogue. Il fallait absolument détourner l'attention des peuples congolais pour aller dans un autre sens. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Human Rights Watch est là et plus près de nous. Martin Kobler avec la MONUSCO ont été dans le même sens pour dire vous devez déterrer pour que nous puissions connaître la vérité. J'espère qu'avec cet élan lancé par la communauté internationale, les Congolais en RDC, car ceux de la diaspora ici, je salue le courage de nos compatriotes en France, je parle de Martin Salé que j'aime bien appeler général, et les autres qui ont été déposer une plainte contre le gouvernement de la RDC. Donc je crois que ce dossier, nous qui sommes dans la diaspora et qui avons l'occasion de pouvoir saisir les instances telles que la CPI ou autres organes judiciaires, nous devons continuer à le faire, nous devons garder ce dossier jusqu'à ce que la vérité puisse éclater. Je crois que, avec la poussée de M. Kobler, certains membres de l'opposition vont reprendre ce dossier, toujours par quête de visibilité politique. Et beaucoup moins par recherche de la vérité. Force commune, dossier oublié. Écoutez, moi je veux même aller plus loin, malheureusement, disons pas plus loin, mais je vais abonder dans le sens d'Abraham. Prenons le cas de M. Steve Mbikaï, qui est un cas vraiment flagrant, moi je dirais flagrant, quand les fausses communes ont été découvertes, la fausse commune ou les fausses communes, eh ben, le monsieur a demandé une enquête, même internationale. Et aujourd'hui, c'est le premier qui va négocier avec le présumé coupable, celui qui serait à la tête à la base de la tuerie et de cette fausse commune. Il est prêt à négocier à dialoguer avec un tueur. Alors moi je me dis, là j'ai l'impression que les billets verts ont beaucoup circulé durant cette consultation. Ça je suis convaincu. Comme dit d'ailleurs, j'aime bien paraphraser ce jeune chanteur congolais Hugo Million qui vit en Californie, les billets couleur Pondu, comme il dit. Les billets couleur Pondu ont circulé. Alors, Abraham, Michael,
les fausses communes de Maluku, j'ai ouï dire que, vous vous rappelez, j'ai fait l'interview d'un ancien gouverneur, M. Kabaïdi Wakabaïdi. J'ai ouï dire que les services du Congo sont tombés sur cette interview-là. Et ils ont commis une grosse bêtise. Quelque temps avant mon interview, le ministre de la Justice, Alexis Kambe Mwamba, avait convoqué tous les chefs de mission diplomatique du Congo, sans même dire pourquoi il les convoquait. Très impoli d'ailleurs. Mais bon, ils savent à qui ils ont affaire. Ils sont venus. Et c'était pourquoi? C'était pour leur dire que c'était une pratique courante, qu'il y avait même plusieurs fausses communes dans Kinshasa. Et donc aujourd'hui, ils essayent d'effacer cela. Mais c'est trop tard parce qu'ils avaient remis, parce que quand les chefs de mission diplomatique sont venus, chacun avait sur sa table un dossier. C'était le dossier de son discours, où il expliquait que ces histoires de fausses communes, c'est une vieille histoire depuis l'époque coloniale, et que d'ailleurs, ils sont prêts à leur montrer, dans le gouvernement d'Alexis Kambe Mwamba, est prêt à montrer aux chefs de mission diplomatique les autres fausses communes qu'il y a dans Kinshasa. Donc aujourd'hui, maintenant, on sait que cette pratique n'est pas vraie. Ils doivent expliquer maintenant ces autres fausses communes qu'eux ont creusées. Qui sont dans ces trous-là? Et avec l'enquête de la Fédération internationale des droits de l'homme sur les massacres des adeptes de Mukungubila, ils ont dit qu'il y avait des adeptes qui avaient été enterrés dans la ferme de la sœur de maman Sifa à Lubumbashi. Ça aussi, ça commence à... Et je crois que c'est toute cette histoire, comme on l'a dit Abraham au départ, toute cette histoire de dialogue, c'est de la distraction, parce que l'affaire des fausses communes de Maluku, le sang des Congolais qui ont été enterrés là-bas, est en train de crier justice. Mais Michael, qu'est-ce que tu en penses? Sang des Congolais crient justice. Tu nous as posé la question là. C'est quoi ton commentaire sur cette belle question? Parce que tu n'es pas bavard aujourd'hui. Évidemment, à ce qui est d'abord ces dialogues, comme on a dit, pour revenir au dialogue, on ne connaît pas où on va. Alors on ne peut pas s'engager dans un chemin sans savoir la destination finale. Il faut au préalable savoir quel est l'objet de ces dialogues, parce qu'on ne peut pas dire oui à quelque chose juste pour le plaisir. Et aussi, j'ai comme l'impression que presque toutes les personnes qui ont été reçues par le président Kabila, au sortir de la rencontre, ils ont presque le même... ils déclarent presque les mêmes propos, mêmes déclarations. Nous dans les dialogues, et ceux de l'opposition s'attaquent à l'impair de l'opposition qui ont refusé de participer au dialogue. Je trouve ça un peu étrange. Ne sont-ils pas libres de dire non s'ils ne veulent pas participer? Et pourquoi? Et tous, regardez, prenez d'abord Né Mwanda Sene, celui de Burundi à Congo. Ils sont ignorer qu'il y a eu un bon nombre des adeptes des Burundi à Congo qui ont été tués. Vous voyez ces leaders aujourd'hui venir parler sans réclamer justice pour ces gens, et le pire encore, c'est qu'il va et s'attaque à ces pères de l'opposition qui qualifient de tout nom des oiseaux, et ajouter à cela, il commet un crime que je considère un crime de lèse-majesté en s'attaquant à la Constitution de la République, en disant que ce sont juste que des mots. Donc, en quelque sorte, on n'a pas à tenir à ces délais constitutionnels. Imaginez-vous un député élu qui devrait être attaché à la Constitution, qui vous dire dans cette Constitution, on n'a pas besoin de la suivre. Et il propose quoi? Un gouvernement de transition, un autre sous forme de 1+4 encore. C'est comme si on veut ramener les Congolais en arrière. Et si vous prenez les propos de Steve Nikai est de l'opposition. Steve Nikai se dit nationaliste. Il est allé voir Joseph Kabila. On ne peut pas lui interdire, il est libre de le faire. Mais quels ont été ses propos au sortir de la réunion? Il s'est encore en pris aux autres opposants qu'il a qualifiés. Il a dit ce n'est pas normal que les gens puissent passer, lorsque les ambassadeurs les convoquent, ils y vont, et lorsque le président de la République leur convoque, ils refusent. Et pourquoi devait-il s'attaquer à ces pères de l'opposition? Les opposants sont libres, s'ils ne veulent pas participer, c'est pour leurs raisons. Ils ont vu les conséquences des concertations nationales, et ils ne savent même pas l'objet du dialogue actuel. Donc, vont-ils participer juste pour le plaisir?
Et moi, personnellement, j'ai comme l'impression, c'est un peu comme ce que nous appelons en anglais photo op, photo opportunity. C'est-à-dire, on se fait photographier, on salue le président, on sort. Une opération de communication, une opération médiatique qui n'a rien de fond en ça. Parce que la plupart des personnes qui vont, ils remettent un mémo à Joseph Kabila. Mais vous êtes sans ignorer que ces personnes avaient déjà été consultées au préalable, avaient déjà été consultées par Calef. Ils ont remis à M. Calef ce même mémo. Vous remettez à Calef, l'émissaire du président de la République, le mémo, et vous allez au Palais de la Nation pour remettre le même mémo à Joseph Kabila. Et consultation, c'est quoi? C'est il parle, Joseph Kabila écoute. Donc ils sortent sans aucune idée, sans savoir exactement ce que veut Joseph Kabila. Ok, c'est là. Non, c'est vrai, Michael. Oui, vous trouvez un peu ça, c'est un peu étrange. Ce n'est pas que c'est un dialogue, oui, dialogue. Le président de la République le dit, voilà, écoutez, j'ai écouté la nation. Écoutez, le président Kabila n'ignore pas ce qui se passe en RDC. Et la personne qui l'a choisi, Caleb, elle est responsable des services de renseignement en RDC. Il est au courant de tout ce qui se passe, même au sein des partis politiques. Il pouvait l'informer déjà en avance, d'abord, que voici ce que les opposants réclament. Et Kabila, avec rapport et connaissant, c'est là pour dire, voilà, comme il demande ceci, nous allons convoquer un dialogue, nous allons parler sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, et il y aura moins de rumeurs, il y aura moins... Mais tu sais qu'on assiste ici, il y a ce flou artistique qui est entretenu. Dans cette première mesure, on a vu que c'était comme une tentative de diviser l'opposition. Et j'ai suivi la réaction de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, à ce jour, accuse Caleb d'avoir répandu la rumeur selon laquelle lui, Félix, avait déjà accepté d'être Premier ministre et que pour un gouvernement de transition de 3 ans. Vous voyez que ce chiffre 3 ans revient toujours. Némon Dassé en a fait allusion, il a parlé d'un gouvernement de transition de 3 ans. Donc quelque part, il y a quelque chose qui se prépare. On est en train de tester l'opinion des uns et des autres pour voir est-ce qu'on peut arriver à cette finalité, c'est-à-dire, on s'est dit, on va organiser un gouvernement de transition en vue d'organiser des élections crédibles, libres et transparentes. Mais ce que les gens ignorent, c'est du moment que l'on s'engage dans une transition, on rend caduque la Constitution. Exact. Et quelles sont les conséquences de cela? Si cette constitution tombe, Joseph Kabila pourra encore postuler. Parce que ce qui l'empêche de postuler en 2016, c'est la constitution actuelle qui n'a pas été à mesure de changer au regard de l'article 220 qui, d'une manière très claire, d'une manière très nette, interdit toute modification ayant trait à la limite de mandat. La durée au nombre de mandats. Et il s'est voit coincé et par ces canaux, il y a ce risque-là que les opposants, parce qu'il y en a qui pensent que pour leur ventre, sans voir les conséquences lointaines, que si on s'engageait dans ce chemin, j'espère qu'on ne va pas le faire, parce que nous voyons déjà, il y a une résistance de ces côtés, résistance farouche. Nous avons vu la position de Monseigneur Mosengo, nous avons même entendu récemment la position des ambassadeurs, la position des opposants, c'est celle du respect de la Constitution, et surtout du délai constitutionnel. Parce que nous savons que les élections présidentielles, au regard de l'article 73 de la Constitution, il y a une limite. Le nombre et la durée est limitée. Il y a cette limite, on dit les élections doivent avoir lieu et la Constitution fixe un délai. Et ce délai doit être respecté. Et donc, il faut faire attention. À ce qui est de ce qui concerne la force commune, comme vous l'avez tous dit ici, vous avez remarqué que du moment qu'on a annoncé, dès qu'on a annoncé le dialogue, le sujet des forces communes qui était d'actualité, un sujet qui brûlait, a été oublié. Tous les opposants, c'est devenu dialogue. Ceux qui avaient fait du dialogue un fonds de commerce, qui chantaient chaque jour dialogue, dialogue, dialogue. Aujourd'hui, ils ont abandonné le sujet des forces communes et ils sont revenus sur les dialogues. Mais nous disons, il faut savoir que dialoguer est une chose, mais arriver à un accord, c'est aussi une autre chose. Parce que, quelque part, vous voyez par exemple, ce qui concerne nos amis de l'UDP, s'ils ont une feuille de route, c'est leur feuille de route. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils demandent, c'est ce qu'ils auront. Dans les dialogues, parce que la majorité présidentielle aussi a sa feuille de route, et même les patrons, je les appelle patrons, les responsables, les leaders de la majorité présidentielle ont aussi été reçus par le président Kabila. Et leur déclaration a été très claire pour eux. Ils soutiennent ce calendrier
électoral publié par M. Malou. Ces calendriers que vous avez énumérés, qui a beaucoup de contraintes, un calendrier que l'on ne peut pas réaliser, d'abord parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas suffisamment d'argent. Quand on n'a pas suffisamment d'argent, on va à l'essentiel. C'est comme une personne qui a 10 dollars et qui veut construire une villa de 100 millions. Ça n'a pas d'essence. Non, mais Michael, moi je crois que le véritable problème actuellement, c'est Maluku, parce que nous avons ouï dire que les chefs de mission diplomatique, plusieurs, entre autres l'ambassadeur des États-Unis, ont demandé au gouvernement de s'expliquer, et parce qu'ils ont sûrement mené leurs enquêtes et ils savent que c'est quelque chose de pas normal, parce que le gouvernement a commis l'erreur d'admettre que c'était lui qui a enterré tous ces Congolais-là dans un trou en commun, il les a tous jetés dans ce trou-là. Donc aujourd'hui, les États-Unis, Human Rights, les organisations civiles congolaises demandent au gouvernement congolais d'expliquer. On doit déterrer ces corps, et dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, on peut déterminer si ces personnes ont été torturées, abattues avec une balle, si on les a coupés, on les a tranchés la gorge, et ainsi de suite. Et aussi on peut voir si ce sont des fœtus ou des personnes, des adultes. Et c'est ça qui fait peur au gouvernement. Parce que là, et là même ça n'arrangerait pas Kabila, la fameuse loi que le député Kanko a proposée quand on voulait plus président, de bénéficier de plusieurs droits. Dans le cas de Kabila et de ses amis, ça ne fonctionne pas, parce que s'il y a plusieurs Maluku, comment est-ce qu'ils ne pourront pas bénéficier comment dirais-je, ils n'auront pas beaucoup de bénéfices en tant qu'ex-président, parce qu'ils ont les mains pleines de sang. Et c'est ça leur problème. Et ils sont obligés de rester au pouvoir jusqu'à vie. Ils sont condamnés. Et on peut noter aujourd'hui que ce qui était considéré hier comme le chouchou de l'Occident, je commençais sans ignorer que en 2006, certains étaient présentés comme l'espoir du Congo par des Occidentaux. Aujourd'hui, ce sont eux qui nous entendons aujourd'hui, c'est dire nationalistes, c'est dire nous sommes souverainistes. Qu'est-ce qui a changé? Hier, c'est en 2001, lorsque le président Kabila prend le pouvoir, la première chose qu'il a fait, d'abord il a dit, c'est qu'il allait remettre le Congo aux mains de décideurs. Le président Kabila a voyagé, il a fait le tour d'Europe. Il était même allé aux États-Unis où il avait rencontré George Bush. Et il a parlé aux gens qu'il considérait à l'époque comme les décideurs. Mais si vous entendez aujourd'hui, ces mêmes personnes, aujourd'hui ils vous disent non, nous ne voulons pas d'ingérence étrangère, ils n'ont pas à nous dire, c'est un peu ce que moi je trouve ces caractères un peu hypocrites. Vous ne pouvez pas aller hier, vous allez chez ces personnes pour avoir le pouvoir, et lorsque vous arrivez au pouvoir, vous dites nous n'avons plus besoin de vous. Ou lorsqu'on vous demande, surtout on vous demande de quitter, vous dites non, nous sommes nationalistes. C'est un peu cette hypocrisie que nous remarquons maintenant au sein de la majorité présidentielle. Parce que hier, quand Louis Michel les qualifiait des soirs des Congos, ils n'ont pas dit, Louis Michel, écoutez, les affaires des Congolais ne vous concernent pas. Vous n'avez pas droit de vous ingérer. En période électorale, surtout, d'aller présenter un candidat dans un pays d'autrui comme étant l'espoir du Congo. Ces gens n'ont pas parlé, ils ont accepté cela, mais quand ce sont des commentaires négatifs, des commentaires critiques, bon, même pas des commentaires négatifs, parce que respecter la Constitution, ce n'est pas un commentaire négatif, c'est faire ce qu'il doit faire. Mais aujourd'hui, c'est considéré dans la majorité présidentielle comme étant une insulte. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, j'ai oublié le nom, il y a un secrétaire d'État américain qui a parlé, comme quelque chose, je ne me souviens pas de son nom, il a parlé, il a demandé que le dialogue s'efface. Voilà, les dialogues se passent dans le respect de la Constitution. Mais juste pour avoir dit cela lui a valu des attaques de la part de Mende. Mais lorsque vous regardez dans ses propos, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Qu'est-ce qu'il a dit que la Constitution ne dit pas? La Constitution elle-même est très claire. On n'a pas besoin de s'effacher
lorsque quelqu'un vous dit de faire quelque chose que votre loi vous demande de faire, que le peuple vous demande de faire. Yep. Respecter la Constitution, c'est une insulte. Toute personne qui dit le délai présidentiel doit être respecté, à la majorité présidentielle, c'est une insulte. On considère cela comme, écoutez, on se sent offensé. Pourquoi? C'est la Constitution elle-même qui dit. Non, mais on se sent offensé parce que vous êtes en train, vos propos vont être, vous savez comment on fonctionne en Afrique. Lorsque un haut responsable de l'administration américaine de passage au Congo fait une déclaration qui va à l'encontre de ce que nous avons dit, et comme nous aimons bien sillonner les capitales euro-américaines pour parler avec nos partenaires et souvent venir demander, en plus des aides financières, le soutien moral et politique, bon, la déclaration de Tom Malinowski ressemble très fortement à celle de l'ancien gouverneur qui avait rendu visite au président Mobutu à l'époque pour pouvoir lui dire qu'il était temps de partir. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Voilà. Donc et Tom Malinowski ne s'est pas simplement arrêté en RDC, il s'est rendu au Congo-Brazza. Il a également tapé sur la table en disant pratiquement la même chose. Vous savez, il y a une lecture, parce que nous tendons vers la fin de notre émission, il y a une lecture que je voudrais partager avec nos téléspectateurs, qui est celle-ci. L'année dernière, il y a eu une première rencontre entre les présidents des États africains avec les États-Unis. Vous savez, économiquement, aujourd'hui, il y a une première puissance. La Chine est en train de pousser très fort. Elle a mis des moyens colossaux sans faire attention aux droits de l'homme en Afrique. Et certains pays, tels que les États-Unis ou l'Europe, essaient de revenir en force, principalement les États-Unis. L'Afrique devient, chers frères et sœurs, le lieu de la bataille entre les différents pôles que nous avons. Vous verrez qu'au Congo, les Russes sont là, les Chinois sont là, les Américains sont là, ainsi que la communauté internationale, la communauté européenne. Face à ce que nous détenons comme moyens, vous le savez, je vous le rappelle, ne soyons pas dupes, tous les moyens seront bons demain pour contrôler l'appareil politico-économico de la RDC. Cela va se faire d'une manière smooth, comme on dit en dessous de la table, ça peut se faire de différentes manières, mais sachez que si nous sommes incapables de gérer le bonheur de ce que nous sommes, c'est-à-dire, et de gérer ce que nous avons comme bien qui est la RDC, ceux qui sont à l'extérieur, qui lorgnent, savent ce qu'ils doivent faire pour pouvoir nous amener vers ce qu'ils veulent réaliser. Donc aujourd'hui, mon message, c'est un peu un cri du cœur, je vous redonne la parole, chers frères et sœurs, que l'on puisse comprendre que les intérêts vont plus loin que nous. Nous ne devrions pas simplement voir notre époque, mais pousser plus loin, avoir une vision à 50, 100 ans d'ici. L'Afrique regorge de ce que le monde a besoin. Et devrions-nous dire que nous sommes victimes de notre bénédiction? Non, je crois qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'il faut, que ce soit les hommes, que ce soit l'intelligence, la sagesse, la connaissance, pour pouvoir bien gérer. Donc, c'est à nous, encore une fois, peuple congolais, de gérer ce que nous avons et de bien le faire. À l'époque, les donneurs de leçons d'aujourd'hui, qui sont M. Honoré Ngwanda et d'autres personnes, qui ont géré pendant 32 ans la République, ont vu ce qu'ils ont fait. La mégestion nous a conduit vers quoi? Vers des petits, des enfants habillés de bottes, chaussés de bottes noires en caoutchouc, qui nous sont arrivés et qui nous ont amené le pays là où il est aujourd'hui. Et la même mégestion de ceux qui pourtant sont partis de la diaspora, de ceux qui pourtant ont la connaissance, il y a plein de professeurs dans la Kabylie, il y a plein de personnes outillées qui parlent plus d'une langue, risque de nous conduire vers une autre catastrophe. Si nous ne gérons pas ce que nous avons, mes chers frères, mes chères sœurs, je crains fort, ça c'est un cri du cœur d'Abraham. Je te rends la parole, mon cher Michael. C'est ce que je tenais à dire parce que cela fait mal. Oui, avant de passer la parole à Fedi pour la conclusion, je voudrais dire aussi aborder dans le même sens. Lorsque les Américains disent ces choses, ce n'est pas parce qu'ils aiment la RDC. Ils voient leur intérêt, ils ont aussi un plan, un projet. Il ne faut pas oublier le rôle des Américains depuis que la RDC depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer leur rôle dans la mort de Lumumba. Vous êtes sans ignorer aussi leur rôle
Mobutu est venu au pouvoir, c'est avec le soutien de la CIA des États-Unis. Mobutu est resté au pouvoir pendant tous ces temps avec l'ex-soutien. Et lorsque Mobutu tuait, ils ne faisaient pas du tout attention, ce qui importait pour eux, c'était leur intérêt. Du moment que la Russie, l'URSS est tombée, Mobutu avait perdu son utilité, et c'est là et seulement à ces temps-là qu'ils ont demandé à Mobutu de partir. En quelque sorte, tu n'es plus utile pour nous. Donc, les relations, il n'y a pas d'amour en politique, il n'y a que l'intérêt. Donc, il appartient aux politiciens congolais de prendre conscience, de privilégier la nation congolaise, parce que notre salut ne viendra pas des États-Unis, ni de nous, c'est de nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes sauver notre nation, ou risquer toujours, chaque jour, rester dépendant. Lorsqu'on aussi on voit les opposants congolais aller chaque jour devant les ambassadeurs, imaginez quelqu'un qui est chaque jour chez un ambassadeur, tu deviens président, cet ambassadeur n'aura pas du respect pour toi. Ouais. Donc quelque part aussi, moi j'ai conseillé aux opposants congolais de passer moins de temps dans les maisons des ambassadeurs et plus de temps avec le peuple congolais. Parce que le peuple, c'est ça la vraie force. Avec ces peuples, ils peuvent renverser les rapports de force. Que de dépendre des Occidentaux, de dépendre d'Obama, parce qu'Obama, ils peuvent changer d'avis. Joseph Kabila peut leur faire une offre et il dit voilà, ça c'est vraiment, nous acceptons Kabila, ils peuvent changer d'avis. Ce n'est pas encore fini. Donc il faut qu'ils mettent l'espoir sur le peuple, qu'ils travaillent, ce travail de base, de sensibiliser la population, au lieu de faire ce travail chez les ambassadeurs, pensant chez la communauté internationale, parce que quand Kabila est venu au pouvoir, il est venu avec leur soutien. C'est eux qui l'ont mis là où il est. Ouais. Et si les demandes, c'est pour leurs intérêts. Freddy, vous avez la parole, vous allez conclure l'émission. Ben, moi, je veux dire ceci, les politiciens congolais doivent faire très attention. Kabila est dos au mur, il est presque fini. Maintenant, ce qu'il faut, c'est lui donner le coup de grâce, mais au bon endroit. Sinon, il va récupérer et il va se reprendre. Et donc là, il doit faire très attention. Et tout à l'heure, au début, je l'ai même noté, après m'avait dit quelque chose de très important, il faut aider l'Afrique. Kabila doit être clair pour aider l'Afrique. Et c'est vrai ce que tu as dit, parce que plusieurs Africains spécialistes de l'Afrique, que ce soit des politologues, des économistes, des géostratégistes, des scientifiques spécialisés dans plusieurs domaines de sciences, le disent, que l'Afrique ne peut pas décoller avec un Congo déstabilisé dans l'état où il est. Ceux qui nous suivent peuvent même aller sur Internet, chercher, ils trouveront. Il y a plusieurs spécialistes africains qui le disent. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ce que les politiciens africains font, c'est un crime. Parce qu'ils sont en train de freiner l'Afrique. En freinant le Congo, vous freinez l'Afrique. D'ailleurs, je veux même le rappeler, hein, pour les catholiques, le pape Jean-Paul II est venu, le premier pays africain, il a fait 2 voyages, c'était le Zaïre de l'époque. Le deuxième voyage, il est passé à Lubumbashi. Je renvoie tous les catholiques au discours de Jean-Paul II à Lubumbashi, tout ce qu'il a dit sur le Zaïre. Donc je crois que les politiciens congolais qui veulent vraiment travailler pour l'émancipation et le bonheur des Congolais ne doivent pas rater le coup de grâce qu'on doit donner à Kabila et à son gouvernement maintenant. Sinon, nous sommes mal barrés. Oui, merci Abraham, merci Freddy, merci chers amis, vous qui nous suivez partout au monde, et vous avez entendu, nous sommes là pour vous, nous débattons sur les sujets d'actualité, notre but c'est vous informer, nous espérons qu'à travers ce débat, vous avez au moins retenu quelque chose. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions ou des remarques constructif à faire. Vous avez Abraham, vous pouvez contacter sur sa page Facebook, Freddy et moi-même, Michael Tibambou. Merci et nous disons tous au revoir. À la prochaine. Au revoir.